Le self-made man, ou self-made hero. C'est souvent sous cette appellation que le personnage de Tony Stark, aka Iron Man, est admiré par les spectateurs du MCU et lecteurs des comics de chez Marvel. Was that sarcasm? Bah Birgit, pourquoi tu me fais pop ça dès le début? Oh, je sais pas. Peut-être parce que les gens adorent un personnage pour son développement autonome alors qu'il aura été tout sauf autonome. Enfin Birgit, arrête, ça va se voir que je suis Team Captain après. M'en fous. Débrouille-toi avec les rageux pour une fois. Moi je vais dire les termes. Tony Stark est un gosse de riche dont l'argent a payé ses études, ses passions, son train de vie, et donc alimenté tout ce qui fait qui il est. Tout sauf self-made, le bonhomme. Bon, bah ça c'est dit. Cependant, le personnage de Tony Stark n'en a pas moins un développement poussé et intéressant venant justifier l'admiration du public. Je préfère Jarvis. Tu dis ça parce que t'es une IA. Majordome du vrai self-made Stark, puis voix de la raison pour son fils, partenaire de combat virtuel, et finalement partenaire de combat réel en devenant la putain d'entité réceptacle de l'esprit vivant de la pierre de l'âme. Pendant ce temps, le Alfred il est toujours dans la Batcave. Je sens comme une rage guerrière en toi, Birgit. C'est les humains, vous m'énervez à ignorer ce qui ne doit pas l'être et à admirer ce qui n'a rien d'admirable. Eh oh, j'ai rien fait moi, on se calme. Moi je suis Team Captain. Oui, mais tu veux témoigner aujourd'hui ton admiration pour Iron Man. Donc tu fais comme tout le monde. Mais elle va se calmer la catin des cartes graphiques. Je n'admire pas Tony Stark, je l'apprécie. Je m'explique. C'est vrai qu'au premier abord, je suis plutôt tenté de dire comme Birgit que le génie playboy milliardaire philanthrope n'a rien de self-made. La plupart des fans voient en lui le forgeron du MCU, et clairement je les comprends, c'est le cas au sens le plus littéral du terme. Il est un fondateur, un concepteur, le forgeron, le créateur. Mais s'il y a bien une chose que Tony Stark n'a pas conçue de lui-même, bah c'est bien qui il est. Le génie intellectuel s'entretient certes, mais davantage un don. Et pour cela comme pour le reste, c'est essentiellement l'argent de Stark Industries qui aura assuré le développement de cette jeune pousse d'insolence charmante. Il ne faut jamais enlever à un individu la valeur de ses accomplissements, certes. Cependant, dans un cas comme celui-là, il faut bien admettre que pour lui, le jeu de la croissance personnelle s'est joué en mode facile. Mais je dois admettre qu'une phrase est martelée sur les réseaux à son sujet et je la trouve plus que vraie. Tony Stark apprend de ses erreurs. Et c'est là, selon moi, que se trouve la vraie valeur du personnage. Totalement autonome ou autodidacte, certes non, mais excellent pour ce qui est de se remettre en question et de se perfectionner. Cet art de l'auto-mise à jour commence dans sa grotte de captif quand il découvre que toute l'œuvre de sa vie, jusqu'alors, est à ce moment-là entre les mains de mercenaires et terroristes qui se servent de ses armes pour des causes qui ne correspondent pas à ses valeurs à lui. Oui, parce que entre les mains de meurtriers, je vois pas bien l'intérêt de cette réplique. En quoi un taliban est plus un meurtrier qu'un GI quand il use de son arme? Ça c'est pas vrai. Non, le vrai problème ne vient pas du fait que ses ennemis idéologiques se soient emparés d'armes, mais que ces armes soient les siennes à lui. Ces armes servaient à tuer ceux pour qui il les avait conçues. Terrible désillusion, trahison, traumatisme, autant de choses qui changent un homme. Et au lieu d'abandonner comme il allait le faire initialement, Tony Stark finit par se ressaisir, construire son outil d'évasion, puis de vengeance, et finalement d'exercice de son devoir moral personnel, sous l'impulsion de son codétenu. Je laisse volontairement un blanc parce que je suis à peu près sûr que, comme le personnage que vous aimez, vous avez oublié le nom de cet homme. Yinsen, le docteur O. Yinsen. Et voyez, le Tony Stark sorti de sa grotte ne l'oubliera plus ce nom, lui. Parce qu'il apprend de ses erreurs. Comme je le disais, sans Yinsen, pas d'Iron Man ou de Tony Stark héroïque. Preuve en est l'épisode de What If qui y est dédié. Donc en quoi Yinsen a changé les choses ? Premièrement, parce que sans Yinsen, Tony Stark serait mort. Déjà, pour commencer. Ensuite, parce que sans lui, Tony Stark aurait purement et simplement abandonné face à ses geôliers. Et enfin, parce que sans Yinsen, Tony Stark n'aurait pas vu ni où étaient ses erreurs, ni su comment les réparer. N'oubliez pas que c'est Yinsen qui apprend à Stark les sombres bails du trafic des armes Stark Industries, et qui lui flanque à la gueule que quand on fabrique des armes, faut pas trop s'étonner que les meurtriers de nature cherchent à se les procurer. C'est Yinsen aussi qui explique à Tony que s'il meurt dans cette grotte, le monde entier n'aura pour seul héritage de sa part que des armes à feu et une philosophie sombre telle qu'il en fait part à Catherine Everhart en début de film. Stark réalise grâce à Yinsen, et seulement grâce à Yinsen,
que jusque-là, il avait beau pu être un génie playboy milliardaire, blablabla, bah il avait concrètement fait de la merde. Et c'est au chevet de Yinsen mourant que Stark entendra cette phrase qui, si vous êtes malin, a pour vous aussi été l'élément crucial du film. Je veux dire, avec une telle mise en scène, c'est pas comme si le message n'était pas assez clair. Ne gâchez pas cette vie que je vous ai sauvée. J'ai une mission. C'est ce qu'affirme avec détermination notre cher Tony devant Pepper Potts après son retour et quelques opérations de vendetta menées sur les réserves d'armes des talibans. Et cette mission, il se l'est fixée de lui-même, mais elle lui a été inspirée par un autre. Plus tard, Tony se rend compte que son cœur artificiel l'empoisonne et commence à désespérer de l'utilité de cette vie qui est la sienne. À mesure que sa maladie progresse, les ombres du passé familial refont surface en la personne d'Ivan Vanko. Découvrant des morceaux de passé peu glorieux de son père, Tony continue de plonger dans le désespoir. Et rien ne va plus car, à cause de ses décisions foireuses, il se voit obligé de lui-même à céder son entreprise à celle qu'il était censé l'assister. Comment alors se relève Tony Stark durant ce deuxième opus ? De lui-même ? Perdu. Grâce à Nick Fury, vieille connaissance de son père. Celui-ci lui donne le peu qu'il lui faut pour cogiter dans le bon sens et finalement trouver une solution à son principal problème, c'est-à-dire sa santé, afin de repartir ainsi du bon pied pour se débarrasser du second problème prioritaire sur sa liste, Ivan Vanko. Et étrangement, une fois ces problèmes affrontés et réglés, la femme qu'il avait jusqu'alors surchargée de ses propres responsabilités tombe carrément dans ses bras. C'est beau, hein ? Ouais, mais c'est logique aussi. Melo a toujours pensé que Pepper Potts est le meilleur personnage d'Iron Man de toute façon. Ouais, et je le maintiens, figure des plus réellement féministes s'il en est. Femme d'exception à l'origine de tous les bonheurs de Tony Stark, sans qui celui-ci aurait indéniablement fini par se laisser consumer par sa mégalomanie. Pepper Potts n'a pas besoin de développement, elle est déjà iconique et admirable. Petite remarque d'ailleurs pour finir cet aparté, quand on voit Potts en armure dans Endgame, là, alias Rescue, y a-t-il pas là une occasion en or de transmettre l'héritage de Stark à travers sa femme puis sa fille dans les rôles de justicier en armure à venir ? Pourquoi Pepper Potts a été laissé au second plan et aux abonnés absents carrément dans Far From Home, No Way Home ou encore Black Panther 2 ? Doucement Melo. Pour cette question-là, ils ne sont pas prêts. Mais je dis les termes moi aussi. Pourquoi s'échiner à pondre des bouses de personnages comme cette She-Hulk, cette Ironheart ou encore cette Captain Marvel ? Je dis bien 7 à chaque fois pour bien spécifier que je parle seulement de ces versions-là de ces personnages. Quand on a 7 Pepper Potts, alias Iron Rescue ou Iron Woman sous la main. Bref, pour en revenir à Tony et à ses spécificités à lui, il convient de poursuivre dans la chronologie. Une fois Pepper conquise, Tony se retrouve face à de nouvelles erreurs, ou plutôt d'anciennes. Ces vieux démons sont passés bien avant son kidnapping. Aldrich Killian, l'apothéose du propre démon. Stark, dans ce troisième volet, finit dépossédé de tout ce que je citais plus tôt comme étant ce qui lui met le jeu en mode facile. Superbe occasion de prouver ce qui fait de lui un self-made, non ? Eh ben en fait non. Il utilise toute son intelligence et ses progrès pour survivre et pour retrouver son chez lui, afin de poutrer cet enfoiré de Killian. Bonsoir à tous déjà, la politesse. Enfin, ça n'enlève rien à la qualité du film, attention. Mais encore une fois, je vois pas trop où est le self-made. Parce que du coup, Iron Man, ou plutôt Tony Stark tel que vous l'aimez, c'est plutôt du made by Yinsen, Potts, Jarvis et le Shield. Ah, et par Morgan Stark aussi, pas mal à la fin. Le rôle paternel tel qu'il le joue, c'est-à-dire avec brio, étant pour moi la finalité de son développement personnel. Et ce plus encore que son invention éclair de la toute première machine à voyager dans le temps. Et c'est ce rôle de père qui le pousse à enfiler durant son dernier baroud d'honneur le rôle de héros pour les siens. Alors, après avoir ainsi démonté ce mythe du self-made hero, qu'est-ce qui fait malgré tout d'Iron Man un super-héros d'exception ? Eh bien, c'est d'après moi le fait qu'il ne soit justement pas un héros. Oula, ça va rager. Mais non, je m'explique. Souvenez-vous, Tony Stark est certes un philanthrope, mais aussi un homme qui se veut pragmatique. Allez, la paix, j'aime la paix. Ouais, la paix me foutra au chômage. Stark ignore donc, à ce moment-là, à quel point ce qu'il dit est sombre de signification. Mais cela démontre qu'il réalise néanmoins, déjà, que le monde n'est pas rose et que son développement personnel dépend ici non pas de la paix, mais du conflit. Parce qu'il est de ceux qui considèrent donc que la paix, c'est en avoir une plus grosse que le voisin. Tony Stark n'est pas un marchand de mort, mais un forgeron pour les soldats de sa patrie, du moins à ses yeux. Et c'est en tant que tel qu'il continuera de se développer dans le MCU.
forgeant tour à tour des armures personnelles toujours plus efficaces et empreintes de l'apprentissage progressif de ses erreurs. Une armure pour son armure Audi, un système de défense pour la tonce des Avengers, un système de défense pour leur quartier général, des systèmes de gestion et de navigation, beaucoup de systèmes en fait finalement, l'Iron Légion, Vision, le protocole Veronica pour son ami Banner, l'Iron Spider pour son filleul de cœur, l'Iron Rescue pour sa femme. De celui d'un marchand de mort, l'héritage de Stark est devenu celui d'un ami qui protège les siens, d'un protecteur donc, d'un frère d'armes, d'un authentique et bon patriarche presque. Je suis là pour défoncer le patriarcat. Ouais, c'est bien, allez, reprends ta dose de Captain Marvel et de She-Hulk et va voir ailleurs toi. Stark ne croit pas être un héros pour la simple raison qu'il n'en est effectivement pas un. Il est celui qui les protège. Il est celui qui fait la jonction entre eux et ceux qui le défendent. Cette humanité imparfaite et qui fait autant d'erreurs que lui. Il n'est pas de ceux qui se couchent sur le barbelé pour que ses camarades le traversent, mais de ceux qui trouvent un moyen de le couper pour que les héros puissent prendre place. Et c'est bien en ça que j'aime Iron Man. En cela que, même si je vous dis Team Captain, je considère en réalité qu'il n'y a pas d'opposition à nourrir entre les deux camps puisqu'en réalité, leur dualité constante est naturelle et nécessaire. Yep, we're all kinds of stubborn. Enfin tout ça, c'est bien entendu toujours d'après moi.